À présent, je donne la parole à son Excellence Milan Jaya Nyamraj Singh Mitarban, chef de la délégation de Maurice. Mr. President, Monsieur le Président, 2015 sera une year critique pour les Nations Unies et la communauté internationale. Dans l'année à venir, nous atteindrons la date butoir pour la réalisation des OMD et nous adopterons le programme de développement d'après 2015, y compris un nouvel accord sur le climat juridiquement contraignant. La communauté internationale commémorera également le 70e anniversaire de la fondation des Nations Unies l'année prochaine. À ce stade, nous devons nous demander dans quelle mesure nous avons réalisé les idéaux exposés dans la Charte des Nations Unies et ce qu'il reste à faire. Nous devons également nous demander dans quelle mesure le cadre institutionnel institué il y a près de 70 ans est toujours valable aujourd'hui. Les inégalités, aussi bien entre les nations qu'au sein des nations, sont toujours un grave sujet de préoccupation. Malgré la référence constante à la prééminence du droit au niveau national et international, nous n'avons toujours pas la possibilité d'avoir des dispositifs permettant de résoudre les différends juridiques entre les États. Au sein des Nations Unies, le principe d'égalité n'est pas toujours respecté, que ce soit dans le cadre constitutionnel ou en pratique. Les deux piliers de la paix et de la sécurité d'un côté et du développement de l'autre côté, prévus par la Charte des Nations Unies, ont été sapés par la prééminence des questions politiques aux dépens des questions de développement. Ces dernières sont toujours largement vues en termes de la préservation des intérêts dominants et non pas du point de vue d'une coopération mondiale. Les inégalités et les vulnérabilités augmentent dans les pays riches comme pauvres. Le chômage, l'emploi précaire, l'absence de protection sociale, d'accès aux services de développement humain, d'accès aux services financiers sont toujours des préoccupations universelles. Le programme de développement de l'après 2015, ça ne peut pas être seulement une question de droits humains, civils, politiques et économiques au niveau national, mais cela doit également faire en sorte qu'au niveau international, le droit au développement soit garanti. Alors que nous œuvrons à un nouveau programme de développement global, nous devons faire en sorte qu'aucun droit ne soit ignoré et que personne ne soit laissé sur le côté de la route. L'équipe du système des Nations Unies ont proposé que le changement transformateur pour un développement inclusif, centré sur les personnes et durable soit guidé par trois principes fondamentaux, les droits de l'homme, l'égalité, la viabilité et 4 dimensions fondamentales, le développement social inclusif, la viabilité environnementale, le développement économique inclusif, la paix et la sécurité. Maurice est d'accord avec les principes fondamentaux, les dimensions exposées dans le rapport de l'équipe qui devrait orienter les changements transformatifs au niveau national comme international. Monsieur le Président, la guerre contre le virus Ebola exige des mesures robustes de la part de nous tous et cela exige une coopération internationale exceptionnelle. Nous saluons les initiatives annoncées la semaine dernière et nous nous engageons à pleinement apporter notre appui afin de relever ce défi mondial. Monsieur le Président, l'eau que nous buvons, la nourriture que nous mangeons et l'énergie dont nous avons besoin sont essentielles pour un développement qui fasse sens. On estime que d'ici à 2025, 1,8 milliard de personnes vivront dans des pays ou des régions où il y aura une pénurie absolue d'eau et 2 tiers de la population mondiale pourraient vivre dans des conditions de stress hydrique. Une personne sur 8 dans le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire 842 millions de personnes, souffrent de sous-nutrition. Quelques 2 milliards de personnes souffrent de déficience en micronutriments. En 2030, on estime qu'il y aura une augmentation de la demande alimentaire de plus de 50%. Maurice appuie l'appel du secrétaire général en faveur du défi fin zéro. Promouvoir l'agriculture durable, cela doit être une composante essentielle du nouveau cadre de développement. De plus, on estime que d'ici à 2035, il y aura une augmentation de la demande mondiale d'énergie d'au moins 33%. Actuellement, 1,2 milliard de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Ces demandes croissantes feront de l'eau
des aliments, de l'énergie, des questions essentielles, pas seulement pour le programme de développement, mais également dans le cadre plus large de la paix et de la sécurité internationale. La communauté internationale doit appuyer les pays en développement, en particulier les pays vulnérables tels que les PEID, dans leurs efforts visant à promouvoir la gouvernance de l'eau et la gestion intégrée des ressources en eau, d'augmenter la part des énergies renouvelables dans le cocktail énergétique et d'améliorer la conservation énergétique et l'efficience énergétique. Monsieur le Président, afin d'appuyer le développement durable, il est essentiel d'avoir un régime international basé sur une coopération mondiale structurée qui promeuve la facilitation des technologies. Un mécanisme de facilitation technologique sous l'égide des Nations Unies peut jouer un rôle central à cet égard. La communauté internationale doit reconnaître le rôle vital des femmes et des jeunes et leur participation accrue et leur rôle de leadership dans tous les domaines du développement durable. La promotion de l'égalité hommes-femmes et de l'autonomisation des femmes devrait être l'une des questions fondamentales du programme de développement de l'après 2015. Tous les secteurs de la population devraient être au centre d'une vision durable centrée sur les personnes du développement. Les contributions de tous les processus lancés à Rio en 2012, y compris le groupe de travail ouvert sur les ODD, le comité intergouvernemental d'experts sur le financement du développement durable, les options pour le mécanisme de facilitation technologique, doivent alimenter la préparation du sommet sur le développement de 2015. Ces processus devraient également être inclus dans le rapport de synthèse du secrétaire général. Les délibérations de la 3e conférence internationale sur les petits États insulaires en développement, qui a reçu mandat du document final de Rio+20, devraient être repris dans le rapport de synthèse et dans le programme de développement de l'après 2015. La redevabilité est essentielle pour évaluer les progrès et donc le programme de développement de l'après 2015 devrait inclure un cadre de redevabilité qui serait universel mais suffisamment souple pour prendre en compte les différentes capacités et responsabilités. Nous devons avoir une gouvernance économique plus redevable et équitable qui garantisse une participation plus large et plus inclusive dans la prise de décision. Le système des Nations Unies, étant donné sa composition universelle, doit garantir le leadership et un rôle proactif pour promouvoir une gouvernance rationnelle et équitable pour une architecture économique mondiale résiliente. Au-delà de ces préoccupations immédiates, il y a de nombreuses menaces à long terme qui peuvent avoir des effets dramatiques sur nous tous, et en particulier les PEID. L'une de ces menaces, c'est les changements climatiques. Les risques liés au climat sont réels et il faut y remédier. La fonte des glaciers, des incendies plus fréquents, les cyclones, les inondations, les vagues de chaleur, l'acidification des océans. Ces défis ne sont pas une menace future, mais une menace qui existe déjà. Le dernier rapport du GIEC a dit qu'une augmentation de 2 degrés de la température mondiale serait dangereuse et 4 degrés serait catastrophique. Les risques climatiques sont des défis mondiaux qui exigent des solutions mondiales. Le climat représente des dangers pour l'environnement, mais également pour la prospérité économique mondiale, le développement et la sécurité. Nous devons faire fond sur l'élan du sommet sur le climat, utiliser la possibilité à Lima d'augmenter nos ambitions avant un nouvel accord universel sur le climat à Paris l'année prochaine. Les liens très forts entre l'adaptation au changement climatique et la réduction des risques de catastrophes, cela devrait être reconnu. Aucun pays n'est préservé des catastrophes naturelles, mais ce sont les pays et les populations les plus vulnérables qui sont frappées le plus durement. Maurice voudrait renouveler un cadre international ambitieux pour la gestion des risques de catastrophes qui place la réduction des risques de catastrophes et en fait un élément clé du programme de développement d'après 2015. Nous considérons également que les risques exogènes de changement climatique et des catastrophes naturelles devraient être intégrés dans la pensée économique et l'évaluation des risques macroéconomiques. Nous saluons la décision de la dernière réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth visant à établir un pôle des compétences financières pour le climat du Commonwealth qui serait accueilli par Maurice afin de renforcer les capacités des PEID et des PMA pour identifier et gérer les financements du climat. Et pour l'accès à ces financements,
La faible résilience et les circonstances particulières à la vulnérabilité des PUD devraient être en compte concernant le financement et les questions commerciales. Les PUD ont besoin d'un traitement spécial et différencié afin d'avoir accès à des sources concessionnaires de financement pour le développement durable et pour participer efficacement au commerce multilatéral. Maurice appuie fortement les partenariats PUD-PUD. Les PUD peuvent faire fond sur leurs intérêts communs pour partager des expériences, mettre en commun les ressources et agir de manière collective pour les technologies ou pour formuler des cadres juridiques et réglementaires. Monsieur le Président, les océans sont la nouvelle frontière du développement économique. Pour les PUD en particulier, ils sont le meilleur espoir pour l'expansion de l'espace économique. Suite à un dialogue national sur l'économie des océans, le gouvernement de Maurice a publié une feuille de route sur l'économie des océans. Cette feuille de route expose une vision, les objectifs et les stratégies pour le développement et l'expansion d'un nouveau pilier de notre économie, afin de fournir les meilleures conditions possibles afin que les investisseurs puissent créer de la richesse. La Maurice est en train de mettre en place un environnement propice qui appuiera notre économie des océans à travers une démarche intégrée et holistique afin de garantir la cohésion et l'équilibre entre la croissance économique, le développement social et la protection de l'environnement. La promotion de l'économie des océans libérera le potentiel des PUD concernant toutes les activités économiques liées à l'océan, sur terre et en mer. Cela leur permettra également de renforcer la sécurité alimentaire des nations, utiliser les vents et les vagues pour leurs besoins d'énergie et développer de nouvelles industries et services liés aux océans qui créeront des possibilités pour les entrepreneurs et des emplois pour les jeunes. Il est essentiel que nous trouvions un équilibre entre les divers usages des océans et le besoin de protéger nos océans. À la conférence de Samoa, la communauté internationale a convenu de faire fond sur les partenariats existants et d'en promouvoir de nouveaux afin d'étendre l'espace économique des grands États océaniques. Nous voulons réaffirmer notre appel afin que les Nations Unies adoptent une stratégie mondiale des océans qui sera la contrepartie opérationnelle à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Ce seront aux États individuels de décider de leur politique économique liée aux océans, mais cette stratégie fournira une vision globale et un cadre pour le développement durable des activités économiques liées aux océans pour les décideurs politiques, les investisseurs et toutes les parties prenantes. Monsieur le Président, la situation au Moyen-Orient et dans certaines parties de l'Afrique pourrait avoir des conséquences dramatiques non seulement pour les populations de ces régions, mais également pour avoir des incidences sur la paix et les événements internationaux. Nous exigeons, la communauté internationale n'épargne aucun effort pour mettre à terme aux souffrances du peuple de la Palestine. Maurice appuie une solution à deux États au conflit. Le peuple de l'État de Palestine a souffert trop longtemps de la grave injustice qui leur a été causée et on doit leur permettre de vivre en paix et en dignité au sein de frontières reconnues. Afin de rester crédible et de jouer le rôle constructif qu'elle peut et doit jouer dans le nouvel ordre mondial, l'ONU doit répondre à l'appel de ses membres en faveur de la réforme. Nous avons le devoir de mener des discussions sur des réformes du Conseil de sécurité pour revitaliser l'Assemblée générale et également concernant les méthodes de travail de notre organisation. Maurice réaffirme son engagement en faveur de la position commune africaine selon laquelle la réforme du Conseil de sécurité devrait inclure une augmentation des nombres de membres dans les catégories permanentes et non permanentes. Les justices historiques faites à l'Afrique devraient être réparées. L'Afrique devrait avoir une représentation permanente au Conseil. L'Amérique latine mérite également une représentation permanente et les PUD devraient avoir un droit à un siège au Conseil. Maurice répète son appui aux aspirations légitimes de l'Inde pour un siège permanent dans un Conseil de sécurité réformé. Monsieur le Président, au milieu des années 60, lorsqu'une vague de décolonisation se répandait sur le monde, le Royaume-Uni a créé une nouvelle colonie, ce que l'on appelle le territoire britannique de l'océan Indien, en détachant une partie du territoire de Maurice. Et ainsi, une partie du territoire de Maurice reste sous domination coloniale. Tant qu'une partie du territoire de Maurice restera sous domination coloniale, la décolonisation de l'Afrique restera incomplète. Le démembrement par le Royaume-Uni d'une partie du territoire de Maurice avant l'indépendance était et continue à être une violation grossière du droit international et cela représente un mépris total des résolutions des Nations Unies. S'exprimant devant cette Assemblée la semaine dernière, le président Obama a dit
il y a une vision du monde dans laquelle le droit du plus fort l'emporte, mais il a dit que, je cite, « L'Amérique représente quelque chose de différent. Nous considérons que c'est le droit qui fait la force, que les grandes nations ne devraient pas pouvoir contraindre les petites nations. » Fin de citation. C'est pourquoi l'année dernière, devant cette Assemblée, Maurice a exhorté les États-Unis à se trouver du bon côté de l'histoire et à ne pas permettre des actions illégales en maintenant sa présence sur Diego Garcia au terme d'un arrangement illégal avec le Royaume-Uni qui n'est pas valable sur l'île. Et les États-Unis devraient faire en sorte qu'à l'avenir, sa présence sur l'île se trouve du bon côté du droit. Aussi bien les États-Unis que le Royaume-Uni devraient reconnaître la souveraineté de Maurice sur les Chagos et mener de bonne foi des discussions significatives avec Maurice concernant des arrangements à cet égard. Suite à la déclaration que nous avons entendue l'année dernière concernant la souveraineté et l'intégrité territoriale, il ne devrait pas y avoir certaines normes pour une partie du monde et d'autres normes pour une autre partie du monde. Ceux qui ne montrent aucun respect pour les principes fondamentaux de manière générale perdent toute autorité morale et ne peuvent pas prêcher au reste du monde. Monsieur le Président, Maurice et la France, suite à des discussions bilatérales sur les îles Tromelin, qui représentent une partie intégrale du territoire de Maurice, se sont mis d'accord sur des mesures intérimaires sans préjudice à la souveraineté de Maurice. Un accord conclu dans un esprit de coopération et de dialogue est un pas dans la bonne direction. Monsieur le Président, alors que nous débutons une nouvelle session qui pourrait signifier une nouvelle page dans l'histoire de l'ONU, nous devrions renouveler notre engagement en faveur de la coopération multilatérale pour la paix, le développement et la prospérité pour toutes les nations dans le nouveau programme que nous adopterons l'année prochaine. Je vous remercie, Monsieur le Président. I thank the chairman of the delegation of Maurice. Je remercie le président.